Il est 20h et tout de suite, c'est l'heure de On se lève et on se casse, l'émission féministe des casseuses d'ambiance de Radio Campus Paris. Dear fellow feminists, I'm here for all of the witches. pourquoi le féminisme? Nous les hommes, on n'ose plus rien faire, on ne veut plus rien dire. Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes. Ah, je t'avais dit, elles en veulent au mec. Le féminisme a donné aux femmes dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur. On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné. Il y a un problème avec monsieur là. Non, y a pas de problème. Nous aussi, on se lève et on se bat. Pas du clito. Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse. Bim, c'est encore la faute du patriarcat. Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute. Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Mao, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Et ce soir, on s'attaque à une vaste question. Où en est le droit à l'avortement en France et dans le monde? Et pourquoi ce droit est-il très souvent le symptôme de l'avancée et ou du recul du droit des femmes à disposer de leur corps? Au programme, il y a également une toute nouvelle chronique avec Chloé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Tu vas explorer avec nous et tout au long de l'année. Si ça se passe bien aujourd'hui. Aucune pression. Tu vas explorer de manière féministe les mythes antiques. Donc on a hâte d'entendre ça. Hâte de vous en parler. Et puis une interview sur un livre à paraître demain, Mao. Oui, j'ai eu la chance de discuter avec Juliette Ferry-Danini qui a enquêté sur les mirages d'une petite pilule rose, le Spasfon. Aïe aïe aïe, j'ai hâte d'écouter ça en tout cas, mais commençons cette émission. On se lève, on se casse, c'est parti. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Saluons d'abord nos trois invités. Delphine Lacombe, bonsoir. Bonsoir. Vous nous parlez depuis le Mexique. Merci de nous rejoindre ce soir. Vous êtes sociologue et politiste. Vous êtes chercheuse au CNRS. Vous avez consacré vos travaux aux violences sexistes et sexuelles en Amérique latine, plus particulièrement en Mésoamérique. Vous êtes en ce moment sociologue au Centre d'études mexicaines et centra-américaines. Léa Bordier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vidéaste et documentariste. Vous êtes la créatrice d'une série de vidéos intitulée Cher corps sur YouTube, entre autres. Une série de vidéos portraits de femmes qui évoquent leur rapport souvent complexe à leur corps. Et vous avez réalisé un documentaire disponible sur le site de France TV qui s'appelle IVG, le droit d'en parler. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et enfin, Sandra Vidzavona, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate en droit du travail au barreau de Paris et vous avez écrit un ouvrage de témoignage intitulé Interruption, l'avortement par celles qui l'ont vécu, paru aux éditions Stock en 2020 et il est actuellement adapté au théâtre. Ça se passe au Théâtre Antoine à Paris avec une mise en scène de Anna Levin-Sederman. Merci à toutes les trois d'être là. Merci. Le droit à l'IVG, c'est un pilier des luttes féministes, c'est le droit à disposer de nos corps, le droit d'une femme à choisir si elle veut ou non mener une grossesse à son terme et donner naissance à un nouvel être humain. C'est pas anodin, décider aussi du quand et du comment, et c'est une question très politique, on y reviendra, le droit à l'avortement n'est pas si vieux en France, il est encore réclamé dans de nombreux pays, arraché de haute lutte et parfois remis en cause. On défile avec des cintres, on clame et on écrit des slogans, on demande des garanties constitutionnelles, mais ce sujet politique est aussi extrêmement intime. Et depuis le manifeste des 343 salopes, on en parle rarement à la première personne du singulier, au jeu. Pourquoi, à votre avis, question à toutes les trois, Léa Bordier, vous avez choisi une approche particulièrement personnelle pour raconter l'avortement. Pourquoi ne pas en parler? C'est un peu tout le sujet de mon documentaire, le droit d'en parler. Dans ce documentaire, moi, je raconte mon histoire personnelle. C'est un peu le guide narratif du documentaire. Et donc, j'ai avorté quand j'avais 17 ans. Et c'est vrai que j'ai trouvé aucun espace pour en parler. Ça s'est plutôt bien passé, mais c'était, comme je le raconte, c'était fait, on n'en parlait plus. Et quelques années plus tard, je me suis dit, dis donc, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi même avec mes amis, j'ose pas en parler? Avec ma famille, j'ose pas en parler. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce documentaire et j'ai bien compris que je n'étais pas la seule et qu'il était très important de donner des espaces pour pouvoir le faire. Oui, Sandra Vidzavona, vous avez aussi choisi l'angle du témoignage pour raconter l'IVG. Oui, alors moi je suis partie de mon histoire personnelle et je suis partie du constat que moi j'ai vécu 2 avortements. Le premier quand j'avais 16 ans qui m'a profondément marquée et perturbée. Et le deuxième à un âge dont je ne me souviens même plus tellement ça m'a rien fait. Et moi j'étais
très heurtée par le discours qu'on entend tout le temps de façon générale, selon lequel l'avortement est toujours un drame pour les femmes. Et comme j'étais la preuve que ça pouvait être un drame ou pas, j'avais envie de rétablir la vérité et de laisser parler pour une fois celles qui l'avaient vécu, au lieu de laisser parler les hommes politiques ou les femmes qui n'avaient jamais avorté. Delphine Lacombe. Oui, alors moi j'ai abordé les questions d'avortement depuis mon expérience en Amérique centrale, évidemment d'un point de vue personnel aussi. Avec des amis, beaucoup parlé dans un pays, moi je suis française, donc dans un pays où l'avortement était autorisé, mais toujours encore tabou, comme viennent de le dire nos collègues. Et puis j'ai, en tant que sociologue, essayé d'analyser finalement les conséquences des restrictions terribles de l'accès à l'avortement en Amérique centrale, en particulier au Nicaragua et au Salvador, où la criminalisation est totale. Et avec là des témoignages de membres de familles, de jeunes filles qui sont mortes à cause d'un défaut d'accès à l'avortement. Votre documentaire Les Abordiers et votre ouvrage Sandra Vizavona, si j'ai bien compris, en fait, votre position, c'est pas de lutter pour le droit de l'avortement, mais plutôt de lutter pour le droit à la parole sur un sujet qui est encore très tabou, encore malheureusement. Sandra Vizavona, vous l'écrivez à un moment, ma préoccupation, c'était pas le droit à l'avortement, mais le droit à la parole de celles qui l'ont expérimenté. Oui, mais parce que naïvement, je pensais qu'on pouvait s'en tenir au droit à la parole. Sauf qu'à partir du moment où on commence à aborder ce sujet-là, on se rend bien compte que si la parole est muselée, c'est parce qu'il y a toujours un problème sur la légitimité du droit. Donc je pensais très naïvement que j'allais simplement... et puis moi, je ne m'étais pas lancée là-dedans comme dans un acte militant. Et j'ai été forcée de le devenir bien malgré moi, parce que vu ce que j'ai entendu, vu ce que j'ai constaté, on se rend compte que le droit à l'avortement est quand même extrêmement fragile, et on le sait, nous qui en parlons là ce soir. Mais beaucoup de gens ne le savent pas, ne veulent pas le savoir, se désintéressent totalement du sujet. Et donc oui, je l'ai abordé par la parole, mais je suis revenue au droit et au militantisme. Vous êtes revenu dans l'absolu, vraiment à la racine du truc. Les Abordiers. Moi, ce qui m'intéressait aussi, ce qu'on peut retrouver dans le documentaire, c'est de voir des femmes en parler entre elles. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé comme des cercles de parole entourés de psychologues avec 5 à 6 femmes qui ne se connaissaient pas du tout, qui venaient de partout en France, que moi j'avais pu sélectionner grâce à mes réseaux sociaux et grâce à des histoires très complémentaires. Évidemment, chaque histoire est différente. Et de voir en fait... comme cette sororité qui pouvait s'émaner d'elles après tous ces échanges, d'une puissance quand même très forte, où elles étaient pour la plupart, elles n'en parlaient pas à des proches, et finalement avec ces inconnus, elles ont été tout de suite très à l'aise pour en parler. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais... Vous y répondez un peu, oui. Vous avez d'ailleurs en commun, dans vos 2 ouvrages, de détailler donc des expériences qui sont extrêmement variées de l'avortement, en fait. Ouais. Aucune ne se ressemble. C'est ce qui est très intéressant dans vos 2 ouvrages. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir des choses aussi extrêmement à l'opposé, parfois des expériences qui ne se passent pas dans les mêmes pays, avec des femmes d'âge différents, de statut social qui sont complètement opposés. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans pour vous ? C'est montrer qu'il y a des histoires d'avortement et pas qu'une histoire d'avortement, et que tout est nuance. Moi, j'ai pas fait plusieurs pays, c'est seulement en France, et des femmes plutôt jeunes. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'autres cas très intéressants à développer. Mais c'est de voir toutes les nuances pour toutes ces femmes, et ne pas s'arrêter à des idées reçues qu'on pourrait avoir au sujet de l'avortement. Vous voulez répondre ou dire un mot Non, c'est exactement ça. Mais je pense que pour nous deux, c'était un peu même notre propos, de démontrer que chaque avortement est singulier et que chaque femme le vit à sa manière, et qu'on n'avorte pas de la même manière à 16 ans ou à 42 ans, selon qu'on est célibataire, amoureuse, qu'on a juste couché un soir avec un garçon. Chaque histoire est différente. Et justement, je reviens sur votre documentaire, Léa. Pendant 10 ans, vous dites que vous en avez très peu parlé de votre avortement. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'en parler dans un documentaire ? Quel a été le processus pour aller jusque-là ? Ça a mis du temps. Ça a mis déjà pour le documentaire en lui-même, entre l'écriture, le tournage et le développement, 2 ans. Mais moi, j'y pensais depuis des années, mais c'était quelque chose que j'avais un peu au fond de moi et que je refoulais un petit peu finalement. Et un jour, je me suis dit, bon, allez, c'est le moment, il est temps d'en parler. Et j'ai lu le livre de Sandra aussi, qui m'a beaucoup plu. J'ai lu une BD d'Aude Bermio, mais je me rendais compte qu'il y avait très peu de choses à ce sujet, très peu de témoignages de femmes qu'on pouvait entendre, qu'on pouvait voir, qu'on pouvait lire.
Et en fait, je pense que j'ai fait le documentaire que j'aurais aimé voir aussi quand j'ai avorté à l'époque, qui peut rassurer, qui peut amener des discours nuancés, différents, et le fait de se sentir un peu moins seul, je pense, en visionnant ce film. Et vous donc, disiez, vas-y. Vous avez organisé des groupes de parole. Oui. Et avec une psychologue. Ouais. Pourquoi avoir choisi de faire intervenir une psy ? Alors, elle était présente, mais finalement, comme on le voit dans le documentaire, elle ne prenait pas tant la parole. Elle a dû relancer peut-être une fois ou deux au début pour poser des premières questions pour lancer le sujet. Mais c'était pour moi hyper important d'avoir quelqu'un de confiance avec elle, de soutenant. On voit d'ailleurs les femmes la regarder assez régulièrement pour avoir un peu de soutien en fait de sa part, même si j'étais là. Elles étaient quand même filmées, il y avait une équipe, ça peut être impressionnant. Donc d'avoir la présence d'Héloïse, c'était très important pour moi. Oui, il y a un côté thérapie collective. Et comment, justement, on se départit de la présence de la caméra dans la pièce, parce que on raconte un truc hyper intime et on est filmé. Et on dirait presque qu'elle n'est pas là, en fait, la caméra. Oui. Alors, pourtant, elle était assez grosse. Normalement, je suis toute seule pour filmer. J'ai une petite caméra. Là, il y avait quand même une équipe et 3-4 personnes qui étaient présentes. Et en fait, je pense qu'elles étaient... Bon, là, je parle à leur place, mais les témoignantes, les participantes m'ont dit que c'était un peu un espace comme arrêté, où elles se sont retrouvées un peu dans une bulle entre elles, et elles ont finalement oublié assez rapidement la caméra. Et concernant votre ouvrage, Sandra Avizzavona, vous racontez à la fin que en fait, trouver toutes les femmes qui ont témoigné n'a pas été si difficile que vous le pensiez au moment où vous avez commencé à écrire cet ouvrage, que vous pensez que vous allez plus avoir de mal à trouver des témoignages. Au final, ça a été, j'ai l'impression, assez rapide. Alors, en fait, ça s'est fait en 2 temps. Le premier temps où j'ai demandé autour de moi, est-ce que tu connais des femmes ou des jeunes femmes ou des vieilles femmes qui ont avorté ? Et en fait, au premier temps, j'ai eu un premier barrage qui montre beaucoup la raison pour laquelle les femmes ne parlent pas d'avortement. C'est que les gens me disaient « Ah oui, j'ai bien un tel ou un tel, mais je ne vais pas lui demander, elle n'a sûrement pas envie d'en parler, ça va la gêner. » Et en fait, je me suis rendu compte avec ça que finalement, la société muselle les femmes. Mais à partir du moment où j'ai eu accès à 2 ou 3 femmes, c'est comme si j'avais tiré sur un fil et elles sont venues à moi. Parce qu'en réalité, les femmes qui ont avorté, elles ont envie d'en parler. Enfin, il y en a qui n'ont pas envie d'en parler. Après, chacune le fait comme elle le sent. Mais il y en a beaucoup qui ont envie d'en parler. Et il suffit d'en approcher une et qu'elle dise à ses copines, ou à sa mère, à sa sœur, à sa fille, si tu as envie d'en parler, il y a quelqu'un qui t'écoutera. Et là, elles sont venues à moi, ouais. Delphine Lacombe, vous travaillez notamment sur l'accès à l'avortement en Amérique latine. Est-ce que les mobilisations en faveur de l'IVG dans les pays qui le restreignent ou tout simplement qui ne l'autorisent pas, elles passent aussi par l'intime et par le témoignage ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, moi, on vous entend entend très bien. Un peu loin. Parfait. Alors oui, en effet, par les témoignages, avec disons des difficultés qui ont trait à la criminalisation quand même. Il y a bien longtemps en Argentine, par exemple, il y a eu une initiative très très similaire au manifeste des 343, au Nouvel Observateur en France, dans une revue hebdomadaire également en Argentine. Et donc ça fait partie des mobilisations depuis très longtemps en fait, d'axer les revendications sur les témoignages. Et je vous le disais tout à l'heure sur les expériences